Bienvenue sur HR Makers. Aujourd'hui, on va parler de grande transformation de la fonction RH dans un contexte de crise permanente, de guerre des talents et de responsabilité sociétale des entreprises, entre autres. Je suis ravie pour cela d'être entourée de Robin Dumas, associé fondateur du cabinet de management Tillerman IM. Robin, bonjour. Bonjour Caroline. Charlotte Gézéquel, directrice des ressources humaines. Bonjour Charlotte. Bonjour Caroline. Et Fabien Gillen, vice-président en charge des relations sociales du groupe Nexens. Bonjour Caroline. Bonjour Fabien. Première question, ces dernières années, je le disais en introduction, ont vu s'enchaîner les crises économiques et politiques notamment, sans parler de la crise climatique. Quels enseignements en avez-vous tirés concernant la fonction RH ? Charlotte, est-ce que vous voulez en dire un mot ? Oui, effectivement, ces dernières années, on a vu beaucoup de crises économiques, sociales, mais aussi sanitaires, qui a beaucoup joué aussi dans l'environnement. Et les enseignements qu'on a pu en tirer, c'est une inquiétude accrue des salariés dans les entreprises, des attentes qui évoluent, notamment autour de tout ce qui est sécurité. On parle beaucoup de santé mentale, etc. Donc voilà, une nécessité pour la fonction RH d'être très présente aussi sur ce côté-là, de rassurer, d'accompagner les collaborateurs pour aussi pouvoir s'adapter à ces changements, ces évolutions et ces périodes de crise. Et d'aller vers un rôle du RH de plus en plus comme un partenaire privilégié de la direction dans ce contexte. Dans ce contexte-là, exactement. Fabien, qu'est-ce que vous avez observé à ce sujet ? Oui, je pense que le contexte actuel nécessite d'abord beaucoup d'agilité. Pour avoir de l'agilité, il faut une prise, on va dire, de conscience des enjeux de terrain et donc de la disponibilité, de l'écoute, l'identification des signaux faibles dans l'entreprise. Ce qui nous permet ensuite, à travers aussi une diversité, on va dire, d'analyse des situations, de pouvoir avoir des stratégies à la fois d'adaptation, en gardant le cap à long terme, d'une certaine manière, de ce qu'on veut faire dans l'entreprise, mais aussi d'avoir des tactiques qui nous permettent d'être tout à fait en situation de s'adapter à ces situations qui sont par nature, on va dire, incertaines et parfois extrêmement challenging pour les équipes. Et ce qui implique pour le RH de développer des soft skills, justement, pour pouvoir répondre à toutes ces attentes. La posture a évolué. Exactement. Déjà beaucoup de résilience de la part de la fonction RH et puis effectivement de la réassurance et ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement une vraie posture de partenariat, d'accompagnement de la direction mais aussi des équipes au carrefour en fait de la direction et des collaborateurs. Robin, qu'est-ce que vous avez observé au sein des entreprises que vous accompagnez et comment le marché du management de transition a évolué pour répondre aussi à ces différents enjeux ? Oui, c'est sûr qu'il y a eu même si le marché maintenant a une forme de maturité, ça fait une vingtaine d'années qu'aujourd'hui les groupes utilisent le management de transition, mais on voit néanmoins que c'est aujourd'hui une phase de transformation avec des contextes aussi de missions pour pallier à des recrutements qui n'aboutissent pas, donc finalement aussi besoin de plus en plus de profils expérimentés qui peuvent être rapidement tout de suite branchables entre guillemets sur des organisations avec toujours aussi, je trouve, une dimension de plus en plus forte sur la capacité de ces profils à intégrer très vite des organisations. Donc toujours plus en plus de vélocité pour la prise de poste finalement et la prise de mission. Dans ce contexte de transformation permanente, vous le disiez, les entreprises font face à un enjeu de formation et de compétences très fortes pour identifier justement les compétences clés pour naviguer dans un environnement incertain. Fabien, quel défi avez-vous rencontré chez Nexens en la matière ? Alors, on a eu, bien sûr, comme toutes les entreprises, d'abord le défi de résister à la crise Covid, la crise sanitaire. Ça a demandé beaucoup aussi de dialogue social avec des sites industriels, avec des équipes support, le télétravail, une organisation qui a dû s'adapter justement véritablement en temps réel et avec beaucoup d'esprit de responsabilité, de manière à pouvoir maintenir les activités dans un esprit de sécurité, bien sûr, de l'ensemble des équipes et de travailler différemment aussi à distance. Et ça nous a permis également, à travers cette période, de renforcer finalement la dynamique collective, la culture entreprise et de pouvoir se démontrer d'une certaine manière qu'en période de crise, un groupe comme Nexens sait toujours mobiliser ses énergies au meilleur niveau. Et ce qui nous a permis de sortir renforcés d'ailleurs de ce moment difficile et d'être prêts à affronter les challenges qui ont suivi la crise post-Covid, puisque ça a été aussi une crise de l'approvisionnement, de la supply chain de manière extrêmement importante. Et ça a été une autre forme, on va dire, de pression, ou en tout cas d'exigence vis-à-vis des équipes, de se réadapter
à un monde post-Covid qui n'était pas encore stabilisé. Avec un choix à l'époque d'ailleurs assez particulier de réduire la base de vos clients que vous aviez pendant le Covid, qui a été gagnant. Absolument, et ça a été un choix stratégique porté donc, par la direction du groupe, avec Christopher Guérin, notre CEO, et l'ensemble des équipes, de considérer qu'il fallait gérer non pas une croissance en volume de l'entreprise, mais une stabilisation de nos profits, un meilleur service auprès de nos clients, et donc d'adapter l'offre avec une réduction de la complexité, que ce soit au niveau de l'offre vis-à-vis de nos clients, et donc du nombre de clients à servir, mais à servir au meilleur niveau, de manière à développer des partenariats de long terme, quels que soient les segments d'activité dans lesquels nous opérons. Charlotte Robin, est-ce que vous voulez réagir à ces éléments sur justement l'identification des compétences clés dans ce monde en crise permanente? Effectivement, c'est en complétant ce que dit Fabien. Effectivement, c'est toutes ces nouvelles façons de travailler à distance. Je parlais de résilience aussi tout à l'heure, ça concerne tout le monde. Et puis, cette capacité, cette agilité à pouvoir avancer et se projeter dans un avenir qui est effectivement assez incertain pour tous. Avec des jeunes générations qui ont des attentes fortes envers l'entreprise et les engagements et son empreinte environnementale. Exactement. Effectivement, les jeunes générations aujourd'hui ont des attentes assez différentes, notamment vis-à-vis du sens, de l'implication, à la fois pour eux dans l'entreprise, en termes de parcours, en termes de développement, de formation, mais aussi sociétale, avec de plus en plus, on le voit notamment d'entreprises à mission et autres, qui affichent cet engagement pour l'environnement et la pérennité de la planète, qui est une préoccupation forte pour les jeunes. Dans justement ces notions d'engagement, on parle beaucoup à juste titre d'entreprises de plus en plus inclusives, de politique de diversité et d'inclusion. Qu'est-ce que vous avez pu observer? Où en est-on et quelles sont les marges de progression? Et qu'est-ce que ça apporte notamment en termes de compétences? Oui, et puis pour rebondir sur ce que disaient et Fabien et Charles, c'est-à-dire je pense que pour les nouvelles générations, il y a aussi un effet, alors sont tombés dans la schématisation d'un avant et après Covid, ça a été pour moi un accélérateur, je vois du côté de nos candidats, mais il y a en effet aujourd'hui une espèce de nouveau monde, je trouve, avec, quand on voit typiquement que, je ne sais plus le chiffre exact, peu importe, mais peut-être 75% des jeunes finalement privilégient de la flexibilité à en effet une augmentation de salaire, ce qui est finalement 10 ou 20 ans en arrière, ce qui était peu entendable. On voit qu'en effet on est sur finalement des nouveaux vecteurs de fidélisation, de rétention des entreprises. Et là, j'interroge plutôt Fabien et peut-être Charlotte, mais finalement sur peut-être un rôle des RH dans la rétention organisationnelle à travers aussi une forme de rétention des nouveaux talents pour les attirer aussi, les conserver et pérenniser aussi les organisations. Exactement. Absolument, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel nous avons travaillé depuis plusieurs années déjà au sein du groupe Nexans, de donner à la fois du sens à l'action. C'est vrai que le groupe fabrique des câbles d'infrastructure, donc on est au cœur de la transition énergétique. Donc ça fait beaucoup de sens d'apporter justement cette énergie aux activités humaines finalement sur la planète. Et on voit bien qu'à travers notamment les événements récents qui ont pu toucher les réseaux électriques, l'importance d'avoir l'énergie à disposition de manière à pouvoir juste faire fonctionner finalement l'écosystème et garantir aussi une sécurité auprès des habitants. Ce qui nous a caractérisé également, c'est la volonté de mettre en avant ce qu'on appelle notre modèle E3, c'est-à-dire 3 piliers. Le pilier de l'économie, de la profitabilité, mais aussi le pilier de l'environnement et de l'engagement des salariés, comme une sorte de triangle, finalement, une philosophie de management et une philosophie d'entreprise dans laquelle assez facilement les jeunes générations se retrouvent. Puisqu'il y a un sens à travers notre activité qui est celle véritablement d'apporter, on disait il y a quelques années, l'énergie à la vie finalement, et de le faire avec un modèle de management qui permet d'équilibrer justement les objectifs dans une forme de sobriété responsable aussi, puisqu'on n'est pas dans une course à la croissance, mais dans une course au meilleur service auprès de nos clients, avec un choix de produit qui tient compte aussi d'une empreinte environnementale et avec ce souci de réduire aussi justement nos taux d'émission de CO2 et l'énergie qu'on dépense pour faire nos produits et pour les livrer. On est très attaché aussi au concept de produire localement pour servir localement nos clients. Et ça, c'est un motto dans l'entreprise qui maintenant sert, on va dire, de prise de décision pour nos managers quand on doit déterminer si on prend un marché ou non. Et donc, l'ensemble des équipes sont aujourd'hui orientées et, on va dire, animées dans cet axe-là.
Et Robin, vous le mentionnez, la culture d'entreprise, c'est clé pour aussi intégrer des nouveaux talents, parce que souvent les difficultés qu'il peut y avoir, c'est plus sur les soft skills que sur les compétences dures. Charlotte, qu'est-ce que vous avez observé en la matière? C'est clé de créer cette culture d'entreprise qui puisse attirer et fidéliser les collaborateurs. Exactement, et vous l'avez dit, c'est principalement des compétences soft skills, donc compétences comportementales, compétences d'intelligence émotionnelle, etc., qui sont extrêmement importantes. C'est toujours difficile dans l'entreprise de démontrer l'efficacité de la culture inclusive, l'efficacité et l'impact business, on va dire, de cette culture inclusive. Mais pour autant, il y a des études qui le démontrent, notamment McKinsey qui fait régulièrement des études là-dessus et qui a pu démontrer, dans une dernière étude, il me semble que des entreprises diverses d'un point de vue genre, ethnie, etc., étaient 31% plus performantes financièrement. Donc il y a un impact. Donc c'est un rôle aussi de la fonction RH de pouvoir démontrer cet impact et de pouvoir accompagner en interne les collaborateurs pour acquérir ces compétences comportementales et compétences douces, on va dire. D'ouverture, d'empathie. Alors c'est un mot un peu galvaudé, mais au-delà de se mettre dans les chaussures de l'autre, ça veut aussi dire comprendre comment chacun fonctionne, comment gérer les conflits, comment communiquer de façon opportune. C'est aussi développer de l'agilité et de l'acceptation de la différence qui fera, en tout cas moi j'en suis convaincue, un impact fort sur la performance de l'entreprise et qui va en plus effectivement permettre de renvoyer l'image d'une entreprise attractive, attirante. Et on parlait des jeunes qui sont de plus en plus tournés vers ça, qui sera une des solutions, sans doute, pour l'attraction des talents et la rétention des talents. Oui, surtout qu'ils n'ont plus les mêmes attentes et le CDI n'est pas plus forcément le modèle le plus largement plébiscité. Et ce que montre aussi le management de transition, c'est que maintenant, il y a tout un tas de formules possibles, si je puis dire. Oui, on en parlait ensemble. C'est sûr que finalement, moi, on constate tous, je pense, que finalement, déjà, la frontière devient de plus en plus poreuse entre le CDI, les missions management de transition et même plus globalement ce qu'on pourrait appeler le mode freelance. Aujourd'hui, il y a quand même... je crois même que fin d'année, il y aura peut-être plus de 20 ou 25 000 managers de transition. Alors finalement, c'est une goutte d'eau dans l'univers plus globalement du mode mission, où là, il y a quasiment, il faut avoir en tête peut-être 5 millions d'auto-entrepreneurs plus freelance et donc inclus les managers de transition. Donc c'est une réalité du marché. Et en même temps, oui, ces missions de transition permettent aussi, on va dire pas l'inverse dans la pyramide des âges des jeunes générations, mais aussi d'être un vrai vecteur pour des profils plus de 50 ans, parce que finalement, le 80% des managers de transition ont plus de 50 ans, donc aussi permettre à des profils de plus rapidement retrouver des missions qu'un CDI classique. Donc finalement, tout se rejoint finalement. Il y a moins de frontières entre les deux marchés. Et vous l'évoquiez précédemment, mais est-ce qu'on peut revenir sur les principaux enjeux qu'un manager de transition rencontre quand il intègre l'entreprise sur des missions qui sont souvent assez clés, qu'il s'agisse de changement organisationnel, de gestion de crise? Est-ce qu'il y a des éléments prégnants? Oui, c'est sûr que plus les années passent, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement l'économie... les entreprises vont de plus en plus vite, tout s'accélère. Donc finalement, le critère premier de réussite d'un manager de transition, toujours est-il ce qui lui est demandé, c'est une intégration extrêmement rapide, de rentrer très vite dans les sujets, de pouvoir, sans tomber dans les anglicismes, mais délivrer des quick wins. Donc finalement, l'adaptabilité et la capacité à tout de suite s'imprégner de la culture d'entreprise et prendre l'ADN, et aussi se rapprocher des dirigeants pour comprendre finalement leur enjeu et pouvoir ensuite délivrer des solutions opérationnelles et financières et aussi ce que disaient Charlotte et Fabien sur des missions qui peuvent être aussi à impact. Après c'est de pouvoir très vite finalement se projeter et délivrer des résultats. Et vous l'avez un peu mentionné en parlant de la moyenne d'âge des managers de transition, mais il y a aussi cet enjeu essentiel de l'intergénérationnel. Oui. En France, on n'est pas dans les meilleurs pays européens en termes d'emploi des seniors. Fabien, chez Nexence, quelle a été votre approche? Est-ce que vous avez formalisé une approche particulière en la matière? Alors, il y a peut-être deux choses. Il y a effectivement la rareté de la ressource qui aujourd'hui oblige les entreprises sur un certain nombre de métiers, et j'allais dire d'une manière beaucoup plus large, que ce soit des métiers opérationnels, de fabrication, de production, des métiers un peu plus tertiaires finalement, ou de fonctions support, d'être suffisamment attractifs pour attirer les talents et les conserver. Et dans un mode où effectivement le CDI n'est plus l'alpha et l'oméga,
où on travaille davantage sur le parcours, on va dire, de carrière en termes d'acquisition de compétences. Et comme le dirait une enseigne d'électronique grand public, il faut renouveler le contrat de confiance d'une certaine manière régulièrement, de manière à s'assurer justement de la convergence entre finalement la trajectoire souhaitée par le salarié en termes d'acquisition de compétences, d'expérience de vie dans l'entreprise, dans un environnement qu'il apprécie, qu'il soit salarié, consultant ou freelance participant à cet écosystème de vie, et de développer des approches qui vont de plus en plus vers les seniors. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille maintenant de manière beaucoup plus prégnante aussi. On a beaucoup travaillé sur l'égalité de genre et l'entreprise progresse dans un métier industriel qui n'est pas toujours facile pour identifier, on va dire, suffisamment de talents féminins. Mais beaucoup d'efforts sont faits et on a un certain nombre de programmes qui nous permettent justement de faire progresser le taux de féminisation à tout niveau dans l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose de très important puisque c'est la première, on va dire, forme de différence finalement dans l'entreprise. Mais pas que, on travaille aussi sur l'inclusion de travailleurs aussi handicapés. Et pour le travail des seniors, c'est un changement, je dirais, d'algorithme qu'il faut ou de paradigme pour intégrer durablement l'ensemble de ces personnes qui ont des compétences, qui ont une expérience de l'entreprise et qui parfois partent un peu trop rapidement pour des raisons qui ne sont pas toujours les bonnes. Donc ça, c'est véritablement quelque chose qu'on voit se développer aussi à travers un certain nombre d'initiatives, d'associations, une prise de conscience que c'est un peu dommage de laisser sur le côté des personnes qui ont développé toute une carrière professionnelle sans trouver les moyens de pouvoir continuer à collaborer avec elles, quitte à trouver, et là on a notamment des accords collectifs qui permettent d'adapter en fin de carrière aussi les rythmes de travail, puisqu'on peut avoir aussi des aspirations différentes quand on a 55, 60 ans ou plus, par rapport à peut-être un début de carrière, même si on a parlé de la flexibilité qui est aujourd'hui à tous les âges quelque chose d'important dans l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, mais trouver cet équilibre aussi avec nos seniors qui ont beaucoup de choses à apporter dans l'entreprise et dans la société d'une manière générale. Oui, puis on a beaucoup parlé de la rétention des jeunes talents, mais des systèmes de mentorat pour que les seniors puissent transmettre leur savoir, c'est aussi quelque chose qui peut être très utile et attractif justement pour ces jeunes. Absolument, puis on parle même quelquefois de reverse mentoring, c'est-à-dire dans le sens où chacun apportait à l'autre une expérience, une capacité à appréhender des situations un petit peu complexes, et peut-être de l'autre côté, des fois une maîtrise peut-être plus, on va dire, native de nouvelles technologies, d'agilité aussi dans les systèmes aujourd'hui où tout va plus vite. Quand on arrive à relier les deux, et on le voit dans des sites de production, c'est extrêmement puissant avec la digitalisation des lignes, de pouvoir associer à la fois une expérience métier très forte et qui s'acquiert au fil des ans, et aussi finalement des collaborateurs qui ont peut-être naturellement plus de facilité à travailler avec des outils numériques ou digitaux et qui vont apporter justement cette sensibilité-là et ce savoir-faire-là d'une certaine manière aussi à leurs aînés. Autre transformation majeure que je voudrais qu'on aborde, l'arrivée des IA génératives, qui a forcément un impact aussi sur les fonctions RH, qu'il s'agisse de recrutement, de formation ou de gestion des talents. Voilà, Charlotte, est-ce que vous avez des cas concrets en tête ou qu'est-ce que vous avez observé comme bouleversement sur la fonction RH ? C'est clair que l'IA, et on n'en est qu'au début, l'IA commence à avoir et aura un impact énorme sur la fonction RH dans vraiment beaucoup de domaines. Et il y a des cas concrets vraiment dans beaucoup d'aspects, dans le recrutement, vous l'avez dit, la rédaction de définition de définition de poste, la préparation des entretiens, l'accompagnement des managers aussi pour préparer les entretiens. C'est aussi dans le onboarding, donc l'intégration des collaborateurs pour faire des parcours d'intégration personnalisés en fonction du poste, en fonction du parcours, etc. C'est dans la gestion des carrières. Typiquement, on a des entretiens, dans beaucoup d'entreprises, il y a des entretiens annuels. L'IA permet d'aller, grâce à des mots-clés, sortir les informations et processer tout ça de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace que ne pourrait faire le cerveau humain pour en ressortir vraiment des éléments concrets pour faire des parcours de carrière, pour faire des offres de formation. En formation aussi, c'est intéressant. En prévisionnel, en planification aussi. Vraiment dans énormément d'aspects de la fonction RH, l'IA est et sera incontournable. Et donc, ça va demander aux fonctions RH déjà de se former pour maîtriser, en tout cas autant que faire se peut, l'IA, pour pouvoir ensuite l'utiliser à bon escient dans le quotidien.
Et surtout, je pense, en conservant à l'esprit que c'est un outil, une assistance, et que ça ne doit en aucun cas remplacer l'humain. En tout cas, voilà, moi j'en suis convaincue, et qu'on aura toujours justement cet aspect humain à apporter en s'appuyant sur l'efficacité et les ressources que l'IA peut nous apporter. Mais c'est ce que vous disiez, ça peut libérer du temps au RH sur des Exactement. tâches un peu chronophages pour aller vers ce rôle de plus en plus de stratégique et business partner. Exactement. Il y a un double enjeu de productivité, effectivement, de mieux faire les choses plus rapidement et de manière plus robuste ou plus fiable, et en même temps de développer la créativité par ce temps dégagé, aussi par la puissance finalement du système, en étant vigilant aussi à un certain nombre de principes, puisqu'on voit bien notamment en matière de recrutement, si vous faites un pré-screening avec un algorithme qui est configuré d'une certaine manière, vous n'avez pas forcément le même résultat sur les CV qui vont être proposés. Donc c'est tout un enjeu aussi, à travers à la fois la gestion des données, on a vu l'émergence de toutes les évolutions aussi législatives à travers la RGPD, qui aujourd'hui est bien ancrée dans les entreprises. Il va falloir qu'on trouve aussi cette intelligence de situation, de manière à pouvoir à la fois conserver toute la puissance de l'outil, mais avoir un certain nombre de garde-fous qui nous permettent justement de garder la prise de décision humaine et le respect de l'ensemble des profils, à la fois dans le recrutement, dans la gestion des carrières et ensuite dans la proposition d'évolution qu'on sera amené à faire aux collaborateurs et collaboratrices des différentes entreprises utilisant l'IA. Pardon, j'allais dire, et effectivement, ça va demander au RH dans les entreprises de sortir d'un rôle peut-être de gestionnaire pour vraiment pouvoir, comme disait Fabien, se décharger de ce qui est chronophage, ce qui est important mais qui prend beaucoup de temps, pour avoir une vraie place stratégique dans l'organisation et la chefferie d'orchestre de tout ça, et se positionner en tant que partenaire stratégique de la direction. En prospective et en gestion du quotidien. Vous l'avez observé aussi, j'imagine, cette arrivée un peu massive dans le marché du management de transition. Oui, ou plus globalement, Caroline, du recrutement. C'est-à-dire comme le disait Fabien, c'est-à-dire que maintenant, c'est sûr que ça fait partie d'une méthodologie de pré-screening. Alors Fabien certainement sous-entendait, il peut y avoir ce qu'on appelle des biais algorithmiques. Donc attention, qui peuvent effrayer. En effet, où là, l'intelligence humaine doit aussi mettre le curseur et être un peu garde-fou de cette intelligence artificielle où nous sommes encore une fois au tout début. Je crois que c'était le dirigeant d'NVIDIA qui nous disait que sous 10 ans, on sera certainement une IA 1 million de fois plus rapide et plus puissante. Donc finalement, c'est que le début. Et après, oui, sur les méthodologies de recrutement, l'IA arrive en pleine force. Après, encore une fois, c'est à utiliser. Ça nous permet, nous aussi, de nous dégager du temps sur des choses que l'IA ne peut pas faire, finalement. Donc oui, c'est... Heureusement. Oui, voilà, certaines tâches profondément humaines. C'est ça aussi. Donc c'est comme pour tout, comme pour toute discipline. Et je pense que le rôle RH, mais je parle encore une fois sous le contrôle de Charlotte et Fabien, moi je le constate dans les interactions que je peux avoir avec des dirigeants RH, finalement un peu ce qu'on pouvait... targuer la finance 10 ans en arrière, de plus en plus, entre guillemets, business partners, sont tombés dans quelque chose de tarte à la crème, mais quand même un rôle, je trouve, de plus en plus de comprendre les business, d'avoir aussi des interactions qui permettent, encore une fois, ce concept de rétention organisationnelle passe par la rétention des hommes et des femmes, et finalement, je pense qu'il y a aussi une compréhension du rôle RH qui se transforme de plus en plus comme un vrai relais stratégique, et plus, en effet, comme... l'ancêtre de la direction du personnel 30 ans en arrière, quoi. Donc oui, c'est sûr que c'est très intéressant, et je pense que l'IA permettra d'autant plus au rôle RH de capter de la donnée et de l'utiliser ensuite à des fins stratégiques et pas que dans un unique enjeu analytique. Bien sûr. Et je voulais qu'on vienne aussi, on l'a un petit peu évoqué, mais sur la 2026 va être marquée par la transposition de la directive sur la transparence des salaires et la loi X1 d'ailleurs. Est-ce que les entreprises sont prêtes ? Alors, elles s'y préparent. Pas forcément. Elles s'y préparent puisque la loi X1 vient, conforter toutes les initiatives qui sont prises aujourd'hui pour justement renforcer la diversité dans l'entreprise, notamment l'égalité professionnelle homme-femme. Donc, je dirais ça va consolider par nature l'ensemble de ce qui est mis en œuvre et qui n'est pas encore arrivé au niveau, on va dire, souhaité. Sur la partie de la transparence des rémunérations, c'est certainement quelque chose encore de plus prégnant d'une certaine manière, puisque c'est aussi un changement un peu culturel. Alors ça va aussi, d'une certaine manière, obliger les entreprises
à être très cohérentes dans leur politique de rémunération, à travers la pesée des postes, ce qu'on appelle le grading finalement, et puis les cohérences de politique de rémunération. C'est vrai que c'est un enjeu qu'il va falloir appréhender aussi avec du dialogue social, même si aujourd'hui des entreprises donnent déjà beaucoup d'informations, notamment d'un point de vue statistique à travers les bilans sociaux et les différentes consultations qui sont faites auprès des instances représentatives du personnel. Mais là, c'est un vrai changement effectivement de philosophie. Donc il faut s'y préparer, il faut faire en sorte que ça soit bien appréhendé, bien utilisé, et qu'on soit dans des débats qui soient des débats constructifs à travers cette transparence des rémunérations. Oui, et ce que vous disiez, les débats avec les partenaires sociaux vont être essentiels parce que ça peut être sur le plan social quand même assez risqué. Ça peut créer des Comme tensions. toute innovation, il faut qu'on s'habitue avec les nouveaux outils et faire en sorte que chacun puisse les utiliser à bon escient. Oui. Est-ce que vous voulez rajouter un mot sur cet enjeu de transparence des salaires? Il y a quand même les études qui montrent que toutes les entreprises ne sont pas prêtes et les RH vont être en première ligne sur ces enjeux de justifier des potentiels écarts persistants notamment. Et Moi, je dirais que ça dépend. Toutes les entreprises ne sont pas encore prêtes. Pour autant, ça fait quand même quelques années qu'on en parle. Oui. En 2019, les entreprises ont eu l'obligation de publier l'index égalité hommes-femmes. Donc, un certain nombre d'entreprises s'y préparent. On a les NAO avec les représentants du personnel, etc. Donc, voilà, c'est déjà une pratique qui est là. Après, je suis assez d'accord avec ce que disait Fabien, c'est aussi culturel. En France, on n'aime pas parler salaire, on n'aime pas parler d'argent. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre à faire. Mais pour moi, je suis convaincue que ça ne pourra apporter que du plus aussi. On parlait notamment des jeunes qui veulent aussi de l'équité, qui veulent de la considération, etc. De pouvoir expliquer objectivement pourquoi il y a tel et tel niveau de rémunération sur des postes à terme. Si c'est bien fait, encore une fois, on ne pourra qu'y gagner. Un mot pour la fin peut-être. Quelle est selon vous la transformation RH à ne pas rater cette année en 2025? Robin, est-ce que vous voulez... Non, je pense que la plus grande des transformations, ça va être encore une fois, je reviens à ce concept de rétention finalement des capitals humains, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui constituent les entreprises, parce que force est de constater que dans ce monde où tout s'accélère encore une fois de plus en plus, finalement, ce fait qu'il y ait une espèce de solidité des hommes et des femmes qui constituent les entreprises, pour moi, c'est encore une fois la base des organisations, peu importe que ce soit une PME, ETI ou grand groupe tel que Nexans. Finalement, c'est quand même les hommes et les femmes qui constituent ces entreprises. Donc pour moi, encore une fois, je reviens à cette notion de rétention, peu importe les moyens, mais des hommes et des femmes qui constituent les entreprises. Charles Fabien, est-ce que vous voulez ajouter un mot là-dessus? Moi, je dirais très rapidement que, de mon point de vue, il y a la transformation numérique, évidemment, mais la grande transformation, ça va être justement d'apporter cet équilibre en faisant un outil pour garder cet aspect humain et justement, notamment, l'attractivité, la gestion des talents, etc. Donc, c'est vraiment trouver l'équilibre entre cette transformation numérique et le côté humain incontournable. Oui, je dirais, juste pour conclure, et je souscris à ce qui a été dit, c'est que finalement, probablement dans un monde qui est un peu parfois désenchanté ou qui peut laisser penser à une forme de démotivation ou de désengagement, retrouver des leviers d'action, rappeler que l'entreprise, c'est effectivement encore un lieu où il y a des principes, où on développe une capacité à développer sa vie professionnelle, donc sa vie personnelle, c'est le libérateur d'énergie. Et si on met du sens, si on met de la transparence, si on met justement une volonté collective à travailler ensemble et à respecter chacun dans l'entreprise, en le faisant, je dirais, de manière honnête et sincère, on doit pouvoir amener tout le monde à prendre part et à prendre sa part dans le succès de l'entreprise et donc dans les succès ensuite de vie individuelle que chacun peut porter au-delà de son engagement au sein d'un groupe. Merci beaucoup pour ces éclairages. On est en retard, donc je conclue, mais à très bientôt sur HR Makers. Merci.